On doit annuler pour demain. Chloé est effondrée parce que son contrat avec Lancôme vient de tomber à l'eau. On doit être présent pour elle et l'aider à traverser ce deuil. S'il te plaît, comprends-nous. C'était le SMS que ma mère m'avait envoyé à 23h51, moins de 24 heures avant la fête de mes 20 ans, une fête que j'avais financée entièrement par mes propres moyens. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas protesté. Je me suis contenté de rester près de la fenêtre, regardant le camion du traiteur que j'avais réservé 6 mois plus tôt faire marche arrière dans l'allée. C'est à ce moment précis que la fille qu'ils connaissaient est morte et que l'architecte de leur destruction est né. Avant de vous raconter la suite, laissez-moi un commentaire pour me dire d'où vous m'écoutez. Avez-vous déjà vécu un moment crucial volé par le mélodrame de quelqu'un d'autre? J'aimerais beaucoup lire votre histoire. Pour comprendre pourquoi j'ai tout réduit en cendres, il faut comprendre l'architecture de ma famille. Nous vivions à Neuilly-sur-Seine, dans une maison de maître qui ressemblait à une pièce montée et se visitait comme un musée. Mes parents, Marc et Sandrine, n'élevaient pas des enfants, ils géraient des actifs. Ma sœur Chloé, 26 ans, était le pur sang de la famille. C'était une influenceuse avec des abonnés achetés et une personnalité qui nécessitait une connexion fibre pour fonctionner. Moi, c'était Camille. J'avais 20 ans et j'étais la gestionnaire de l'ombre. Je ne me contentais pas d'habiter là, je dirigeais l'opération depuis mes 14 ans. C'est moi qui équilibrais le budget du ménage parce que mon père était incapable de comprendre Excel. C'est moi qui rédigeais en secret les dossiers de candidature de Chloé pour ses écoles de commerce parce qu'elle ne savait pas épeler, empathie, sans correcteur automatique. Je gérais l'agenda mondain de ma mère, le calendrier médical de mon père et la gestion de crise chaque fois que Chloé postait quelque chose d'offensant sur les réseaux. L'écart de rémunération était risible. Chloé recevait une allocation mensuelle de 6 000 € pour entretenir son image. Moi, je ne recevais rien. Je travaillais la nuit comme assistante virtuelle pour payer mes livres de classe préparatoire. Quand j'ai demandé de l'aide pour mes frais de scolarité, mon père m'a répondu que la difficulté forgeait le caractère. Quand Chloé a voulu refaire sa chambre avec du mobilier italien importé pour une valeur de 18 000 €, ma mère a appelé cela un investissement dans sa marque personnelle. On pourrait se demander pourquoi je suis resté, pourquoi j'ai nettoyé leurs dégâts pendant 2 décennies sans hurler. Pendant longtemps, j'ai cru que j'étais simplement une bonne fille. Mais avec le recul, j'ai réalisé que ce n'était pas de la loyauté, c'était de la survie. C'est ce que les psychologues appellent la réponse de soumission. Quand on grandit dans une maison où l'amour est conditionnel, on apprend que sa seule valeur réside dans son utilité. Je croyais que si je travaillais assez dur, si je réglais assez de problèmes, si je me rendais indispensable, ils finiraient par me voir. Je pensais que mon labeur était le loyer que je devais payer pour exister dans leur monde. J'étais lié par une chaîne invisible, convaincu que les quitter signifierait que je n'étais rien. Je n'avais pas réalisé que ce n'était pas moi qui avais besoin d'eux, mais eux qui avaient besoin de moi. J'étais le mur porteur dans un château de cartes. Alors, quand j'ai terminé major de ma promotion, je ne leur ai pas demandé de fête. Je l'ai organisé moi-même. J'ai économisé chaque centime. J'ai invité mes rares amis, mes professeurs, les gens qui me voyaient vraiment. C'était censé être ma journée, la seule journée où je ne serais pas celle qui répare tout. Et puis il y a eu ce message. Chloé avait perdu un partenariat, un truc mineur, un placement de produit pour des vitamines capillaires valant peut-être 2 000 €. Et soudain, mon étape symbolique devenait un dommage collatéral. Il n'annulait pas seulement une fête, il confirmait une vérité que j'avais essayé d'ignorer pendant 20 ans, je n'avais aucune importance. Mes sentiments étaient un inconvénient. Mes accomplissements étaient invisibles. Et ma soumission, elle, était terminée. Le matin de mon anniversaire, la maison était silencieuse. Mes parents avaient emmené Chloé dans un spa à 1 heure de Paris pour l'aider à gérer son traumatisme. Ils m'avaient laissé une carte générique sur le comptoir avec un billet de 50 € à l'intérieur. Aucun mot, juste du liquide, comme un pourboire pour un bon service. Je l'ai fixé un instant, puis je l'ai ajouté à ma pile. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas hurlé dans mon oreiller. J'ai agi avec une précision chirurgicale. J'avais passé les 6 derniers mois à déménager secrètement mes objets les plus précieux dans un garde-meuble, juste au cas où. Là, j'ai terminé le travail. J'ai emballé mes vêtements, mon ordinateur, mes diplômes et les quelques objets sentimentaux que j'avais réussi à cacher à l'envie de Chloé. J'ai réinitialisé mon ordinateur portable,
supprimant tous les tableurs de budget familial, les listes de mots de passe et les bases de données de contact que j'avais créées pour le cercle social de ma mère. J'ai laissé la clé de la maison sur le plan de travail de la cuisine, juste à côté d'une simple feuille de papier. J'y avais inscrit la liste de tous les mots de passe que j'avais changés le matin même, banque, email, réseaux sociaux, abonnement d'électricité. Et en bas, j'ai écrit une seule phrase, je démissionne de mon poste de fille. J'ai franchi la porte d'entrée, je l'ai verrouillée derrière moi et je suis monté dans ma voiture. En m'éloignant des pelouses impeccables de Neuilly, je ne me suis pas retourné. Je me sentais plus légère, comme si la gravité avait soudainement lâché prise. J'ai conduit directement jusqu'à un studio que j'avais loué 3 semaines plus tôt sous un autre nom, un plan de secours que j'espérais ne pas avoir à utiliser. Mais en ouvrant la porte de cet espace vide et calme, j'ai réalisé que je n'en avais pas seulement besoin, je le méritais. Je ne m'enfuyais pas, j'arrivais enfin chez moi. La première semaine, mon téléphone est resté muet. Je soupçonne qu'ils attendaient que je revienne en rampant. Dans le récit qu'ils s'étaient construit, j'étais l'enfant ingrate qui faisait un caprice et que la faim ou la solitude finirait par ramener au bercail. Ils s'attendaient à ce que j'échoue parce qu'ils n'avaient jamais pris la peine de remarquer que j'étais la seule qui réussissait. Ils ont tenu 7 jours. Puis l'écosystème que j'avais maintenu pendant des années a commencé à subir une défaillance généralisée du système. Ça a commencé petit. Le Wi-Fi de la propriété est tombé en panne. Mon père m'a appelé 3 fois de suite. Il n'a pas laissé de message, mais je savais exactement ce qui se passait, il ne connaissait pas le mot de passe, il ne connaissait pas le fournisseur, il ignorait que je renégociais le contrat chaque année pour garder la fibre optique nécessaire au direct de Chloé. Je n'ai pas répondu. 2 jours plus tard, les fissures se sont élargies. Chloé a raté un vol pour Mykonos pour un voyage de presse. Pendant des années, j'avais été son agent de voyage personnel, suivant son itinéraire, gérant ses enregistrements et commandant ses VTC. Cette fois, elle s'est présentée au mauvais terminal avec 3 heures de retard parce qu'elle était incapable de lire un affichage sur 24 heures. Elle m'a laissé un message vocal composé à 90% de hurlements et à 10% de menaces de me poursuivre pour sabotage. Elle ne semblait pas réaliser que ne rien faire n'est pas un sabotage, c'est juste la réalité. Puis est venu le coup de grâce. Mon père a manqué un dîner avec un investisseur potentiel. J'avais l'habitude de synchroniser son calendrier, d'envoyer les emails de confirmation et même de préparer ses notes de synthèse. Sans moi, l'alerte n'a pas sonné. Il était assis dans son bureau à boire du whisky pendant qu'un homme pesant 40 millions d'euros l'attendait dans un restaurant étoilé de la place Vendôme. Le ton des messages a changé. Ils sont passés de l'agacement à la panique, puis à la méchanceté. Tu es d'un égoïsme sans nom, a sifflé ma mère dans le téléphone. Cette maison tombe en morceaux et toi tu t'amuses à jouer à des jeux. Rentre à la maison et règle ça. Je ne leur manquais pas, c'est mon service qui leur manquait. L'infrastructure leur manquait. En les regardant s'effondrer depuis la sécurité silencieuse de mon studio, j'ai réalisé quelque chose de profond sur leur mode de vie. J'avais l'habitude de penser qu'ils étaient puissants. J'étais intimidé par leur richesse, leur statut, la façon dont ils entraient dans une pièce en exigeant l'attention. Mais j'ai compris que ce que je regardais n'était pas du pouvoir, c'était l'illusion du pouvoir. En sociologie, on fait une distinction entre être riche et performer, la richesse. Mes parents étaient des performeurs. Leur statut était une dissonance cognitive, un fossé entre leur réalité et leur image d'eux-mêmes qui ne pouvait être comblé que par une maintenance constante et épuisante. Ils ne possédaient pas leur position sociale, ils la louaient. Et le loyer était payé en dette, en faveur et par mon travail invisible. Toute leur vie n'était qu'un décor de théâtre. De face, cela ressemblait à un palais de marbre, mais c'était moi, en coulisses, qui tenais les accessoires en contreplaqué et qui scotchait les fils électriques. Quand on retire le régisseur, le public voit enfin que le château est en carton. Il ne s'effondrait pas à cause de la malchance, il s'effondrait parce que sans quelqu'un pour organiser constamment leur réalité, la vérité de leur incompétence était impossible à ignorer. Ils étaient fonctionnellement en faillite, pas seulement financièrement, mais intellectuellement. Et pour la première fois, je ne me précipitais pas sur scène pour tout recoller. J'étais assise dans le public, à regarder le spectacle. Il a fallu 12 mois pour que le silence se transforme en un mur définitif. Durant cette année, je n'ai pas seulement survécu, j'ai accéléré. J'ai terminé ma licence avec un semestre d'avance,
major de promo sans un seul membre de ma famille dans l'assemblée. À 21 ans, je travaillais comme responsable des opérations dans une start-up de la FinTech. Je gagnais un salaire à 6 chiffres, je me constituais un patrimoine et je respirais enfin un air qui n'avait pas le goût de l'obligation. De loin, j'observais l'accident au ralenti de mon ancienne vie. Les rumeurs à Neuilly étaient croustillantes. Chloé avait été blacklistée par 3 grandes agences d'influenceurs pour manque de professionnalisme chronique, ce qui, dans le jargon du milieu, signifie arriver en retard et avec la gueule de bois. Mes parents liquidaient discrètement leurs actifs. D'abord, la maison de vacances dans le Luberon, puis la Porsche de collection. Ils vendaient les accessoires pour garder les projecteurs allumés. Je ressentais pour eux une pitié clinique et lointaine, comme si je regardais un documentaire animalier où la gazelle est trop lente. Puis est venu le jour où j'ai décidé de monter en gamme. J'ai trouvé un loft dans le Marais, avec briques apparentées de grandes verrières. Le genre d'endroit qui signale que vous avez réussi. J'avais le salaire, j'avais les économies. Je suis entré dans le bureau de l'agence immobilière avec la confiance de quelqu'un qui a méticuleusement construit sa propre stabilité. L'agent, une femme qui me souriait chaleureusement depuis 20 minutes, s'est soudainement arrêtée de taper. Son visage s'est décomposé. Elle a détourné l'écran de moi et sa voix est descendue d'un ton. Elle a dit qu'il y avait un problème avec ma vérification de solvabilité. Elle a dit que j'étais fiché à la Banque de France. Elle a prononcé les mots « dette impayée massive ». Je n'ai pas discuté. Je suis retourné à ma voiture, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai sorti mon rapport de crédit complet. Je m'attendais à une erreur, une méprise administrative, peut-être une facture médicale oubliée pendant le déménagement. Ce que j'ai vu n'était pas une erreur, c'était une exécution. 4 nouveaux comptes avaient été ouverts au cours des 11 derniers mois, 3 cartes de crédit à plafond élevé et un prêt personnel. Le solde total s'élevait à 280 000 €. J'étais assise sur le parking, la climatisation bourdonnant, et je faisais défiler l'historique des transactions. C'était la carte de la vie de Chloé. Il y avait des frais pour cette retraite d'influenceur à Mykonos dont elle s'était vantée. Des frais pour le renouvellement de sa garde-robe qu'elle prétendait avoir reçu en cadeau de la part de Marc. Un premier versement pour la location d'un Mercedes classe G qu'elle disait tester pour un partenariat. Les dates correspondaient parfaitement. Ils avaient commencé 3 semaines après mon départ. 3 semaines après que j'ai coupé l'approvisionnement de mon travail, ils avaient décidé de récolter l'approvisionnement de mon crédit. Ils ne m'avaient pas seulement volé mon argent, ils avaient volé mon identité pour subventionner leur délire. Je savais exactement comment ils le justifiaient. Dans leur esprit, ce n'était pas un vol, c'était un remboursement. Ils estimaient que je leur devais cela. Ils s'étaient probablement dit que m'élever, me nourrir et me loger avaient un prix. Et puisque j'avais démissionné de mes fonctions, ils ne faisaient que collecter les arriérés de salaire. Je n'étais pas une fille pour eux, j'étais une classe d'actifs diversifiés et ils me liquidaient pour que l'enfant prodige continue de briller. J'ai refermé l'ordinateur. Mes mains ne tremblaient pas. Mon cœur ne s'emballait pas. Un calme froid et métallique s'est installé en moi. Ce n'était plus un différend familial. Il ne s'agissait plus d'une fête d'anniversaire gâchée ou de sentiments blessés. Ils avaient franchi la ligne de la parentalité toxique pour entrer dans le crime fédéral. Ils avaient parié sur mon silence. Ils avaient parié que j'étais toujours cette fille soumise, celle qui avalerait du poison pour les garder au chaud. Ils ont perdu leur pari. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé un numéro que j'avais gardé pour les urgences. Je n'ai pas appelé ma mère. Je n'ai pas appelé mon père. J'ai appelé un expert comptable judiciaire. J'ai engagé une avocate, Maître Hélène, spécialisée dans la fraude familiale. Elle coûtait cher, mais je ne payais pas avec l'argent de mes parents, je payais avec le mien. Le processus a été chirurgical. Nous avons compilé les preuves, les rapports de crédit, les signatures non autorisées, la chronologie de mon départ par rapport à l'ouverture des comptes. Maître Hélène a rédigé la plainte. Ce n'était pas une simple mise en demeure, c'était une plainte formelle déposée au tribunal pour usurpation d'identité, fraude et préjudice moral. Nous n'avons pas envoyé de SMS d'avertissement. Nous les avons fait assigner par huissier. Un huissier s'est présenté à la porte de la maison de Neuilly un mardi matin, juste au moment où mon père partait au bureau. Je n'étais pas là pour le voir, mais je peux imaginer la scène, la confusion, le déni, puis la réalisation que la fille invisible venait de devenir la menace la plus visible de leur vie.
Les retombées ont été immédiates et nucléaires. Mon téléphone a explosé de messages, mais je n'ai pas répondu. J'ai laissé sonner. J'ai laissé les messages vocaux s'accumuler. Camille, c'est de la folie, sanglotait ma mère sur l'enregistrement. On ne faisait que l'emprunter. C'est l'argent de la famille. On ne poursuit pas ses propres parents. Mais si, je le pouvais, et je l'ai fait, car l'action en justice était de notoriété publique. Ça n'est pas resté discret. À Neuilly, les ragots voyagent plus vite que la lumière. La nouvelle que les éminents Marc et Sandrine étaient poursuivis par leur propre fille pour près de 300 000 € de fraude a frappé le milieu des cercles privés comme une bombe. Les investisseurs se sont retirés des affaires de mon père, invoquant une instabilité. Les invitations mondaines se sont taries. Ils étaient devenus radioactifs. L'Empire n'a pas seulement vacillé, il s'est désintégré. 2 semaines plus tard, mon interphone a sonné. Le gardien m'a dit que mes parents étaient en bas. Je lui ai dit de les faire monter. Ils ressemblaient à des fantômes. Mon père, d'ordinaire si impeccable, portait un costume qui semblait avoir été froissé toute une nuit. Le visage de ma mère était gonflé à force de pleurer. Il se tenait dans mon loft, entouré par les preuves de ma réussite indépendante, et il paraissait tout petit. « S'il te plaît, » a dit mon père, la voix brisée. « S'il te plaît, retire ta plainte. On va tout perdre. Je pourrais aller en prison. » Je les ai regardés, je les ai vraiment regardés pour la première fois depuis des années. Je m'attendais à ressentir de la colère. Je m'attendais à savourer mon triomphe. J'avais imaginé ce moment 1000 fois, le moment où ils reviendraient en rampant, implorant ma pitié. Mais en les regardant pleurer dans mon salon, je n'ai pas ressenti de triomphe. Je n'ai rien ressenti du tout. Ce n'était pas de la haine. Ce n'était pas de l'amour. C'était une indifférence profonde et silencieuse. C'était la paix du bouc émissaire qui a enfin quitté le désert. J'ai réalisé à ce moment-là que le contraire de l'amour n'est pas la haine, c'est l'indifférence. La haine signifie que vous vous souciez encore de la personne. La haine signifie qu'ils ont encore du pouvoir sur vous. L'indifférence signifie que vous êtes libre. Je ne retirerai pas ma plainte, ai-je dit. Ma voix était calme, assurée. Mais je vais vous proposer un accord transactionnel. Ils ont levé les yeux, un espoir vacillant dans le regard. Vous allez liquider la maison, ai-je continué. Vous allez vendre les voitures. Vous allez vendre les meubles. Vous allez rembourser immédiatement chaque centime de la dette que vous avez contractée en mon nom. Vous signerez une confession écrite admettant la fraude afin que mon dossier à la Banque de France soit effacé. Et vous signerez une clause de non-contact définitif. Si vous essayez de me contacter à nouveau, pour quelque raison que ce soit, l'accord est nul et je porterai l'affaire au pénal. Ma mère a éclaté en sanglots. Mais où allons-nous vivre? Et pour Chloé? Ça, ai-je dit, ce n'est plus mon problème. Ils ont signé. Ils n'avaient pas le choix. 6 mois plus tard, je suis passé devant l'ancienne maison. Il y avait un panneau, vendu, dans le jardin. Un camion de déménagement de location était stationné dans l'allée. J'ai regardé de loin mes parents charger des cartons dans le véhicule. Chloé était assise sur le trottoir, les yeux fixés sur son téléphone, cherchant probablement quelqu'un d'autre à blâmer. Je ne me suis pas arrêté. Je n'ai pas fait de signe de la main. J'ai juste continué ma route. Je n'ai plus aucune dette aujourd'hui. Ma réputation financière est restaurée. J'ai une carrière que j'ai bâtie, un foyer pour lequel je paye, et un cercle d'amis qui m'aiment pour ce que je suis, et non pour ce que je peux réparer. Je n'ai plus de parents. Je n'ai plus de sœurs. Mais j'ai quelque chose de bien plus précieux, j'ai la paix.